Bonjour. Je vais parler de questions politiques, de sociologie politique. Je viens d'écouter une émission sur France Culture ce samedi 6 janvier avec Jean-Marcel Jeanneney, entre 10 et 11 heures, sur les frondeurs au Parti Socialiste et sur l'histoire des frondeurs dans l'histoire du Parti Socialiste. Alors, il y a des paradoxes qui sont intéressants. Par exemple, la recherche d'unité. La recherche d'unité peut impliquer une très forte hétérogénéité. Parce que unité, ça veut dire qu'on va maintenir dans un groupe toute sa diversité, donc toute son hétérogénéité. Et inversement, quand un parti a une véritable unité de doctrine, unité de pensée, unité de consensus, alors là, au contraire, il y a des clivages, il y a des frondeurs, il y a des dissensions. C'est un paradoxe. Et vous savez, en fin de compte, il y a constamment des paradoxes de ce type qui font que lorsqu'on utilise un terme, il faut toujours préciser de quelle façon on l'utilise, dans quel contexte on l'utilise. C'est trop facile de dire telle période est unitaire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire unitaire ? Unitaire, ça peut vouloir dire qu'on peut rassembler dans un seul et même espace une très grande diversité de personnes. On va les rassembler dans un même espace, mais est-ce qu'on va aboutir à une politique cohérente ? C'est tout à fait autre chose. Inversement, on peut avoir une équipe restreinte et qui va être loin d'englober tous ceux qui sont concernés par un certain courant de pensée au sens large, mais en revanche, une équipe efficace en prise sur la réalité. Donc, attention de ne pas, comme ça, nous dire qu'on a dit qu'à telle époque qu'il y aurait unité, mais ce n'est pas vraiment une unité, ou qu'il y aurait... Non, il faut faire très attention aux termes, il faut surtout décrire ce qui est derrière ces termes. Donc, pour revenir à ma sociologie, à ce que j'appelle l'astrocyclologie, qui est indispensable pour la science politique du XXIe siècle, la disjonction va conduire à une homogénéité, une hétérogénéité dans l'unité, et la conjonction va aboutir à une homogénéité dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de clivage et de concentration sur une ligne relativement étroite. Donc, actuellement, par exemple, on voit bien, alors que nous sommes en pleine phase de conjonction, que les voix discordantes au sein du Parti socialiste sont rejetées parce qu'on est dans une problématique unitaire au niveau de l'équipe gouvernementale, mais certainement pas unitaire au niveau du Parti socialiste lui-même. Par ailleurs, si on revient sur l'analyse de Karl Marx concernant le rôle du prolétariat, qui est bien une notion importante pour le socialisme, tout de même au départ, et pour le communisme certainement. Le prolétariat, qu'est-ce que c'est que le prolétariat ? C'est un élément visuel. Et vous savez que pour moi, ce qui est visuel est fondamental au niveau de l'anthropologie. Je suis pour une anthropologie du visuel. Donc, le prolétariat, c'est une population bien spécifique. Généralement, d'ailleurs, qui a une façon de s'habiller, une façon de travailler, une façon de vivre bien spécifique. Donc, qui est bien repérable. Et c'est un élément essentiel, qui est visuel. Anthropologie du visuel. Donc, on voit bien que on ne peut pas fonctionner sans une certaine façon d'instrumentaliser le visuel. C'est-à-dire de cerner un groupe
de le discerner, de le faire émerger éventuellement au niveau de la conscience de son existence même, de façon à ce qu'il soit parfaitement visible et qu'on puisse parfaitement le repérer. Et c'est ce qui a fait pendant longtemps la force du Parti communiste français, entre autres, c'est justement de s'appuyer sur cette dimension visuelle, c'est-à-dire une population bien précise qui va à l'usine, qui travaille dans des conditions particulières, dans une forme de taylorisme, qui a tout un mode de vie particulier, tout un habillement particulier, à la limite tout un look particulier, et par conséquent ça donne une légitimité scientifique, entre guillemets. Et là c'est intéressant de parler du terme scientifique qui est souvent utilisé pour décrire un certain type de socialisme. Ça veut dire qu'en fin de compte, il s'appuie sur une réalité observable, visible. On voit des gens qui sont comme ceci, comme cela. De même que le racisme est aussi quelque chose de très visuel. Il s'appuie sur la même... C'est la même chose. La stratégie est fondamentalement la même. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mettre l'accent sur les femmes comme un facteur essentiel du progrès, sur le prolétariat comme un facteur essentiel du progrès, ou sur les immigrés qui sont également repérables dans une société par leur façon de parler, par leur look, etc., ou sur la couleur de la peau qui est également repérable et qui est extrêmement intéressante, notamment dans le monde nord-américain, n'est-ce pas? Tout cela, ces facteurs de visibilité, ils sont fondamentaux, parce que notre cerveau, je dirais, notre cerveau paléo, si on peut dire, il a besoin de s'appuyer sur des choses qui sont parfaitement visibles, qui sautent à l'œil nu, qui viennent immédiatement frapper l'esprit, en tout cas qui au niveau cognitif sont parfaitement repérables. Alors que toutes les constructions virtuelles, abstraction, la citoyenneté, la nationalité, etc., tout ça c'est assez impalpable, si vous voulez. Donc ça n'a pas de dimension scientifique. Alors je sais bien que là, on touche à la nature même du mot scientifique. Il y a un scientifisme, si vous voulez, archaïque, qui paraît important au contraire, et un scientifisme contemporain qui est tout à fait autre chose. Le scientifisme archaïque, c'est celui qui s'appuie sur les apparences. Et ces apparences, elles sont constitutives au niveau anthropologique. Mais c'est ce qui oppose justement l'anthropologie et l'épistémologie de l'anthropologie et des sciences humaines en général à une épistémologie des sciences dites exactes, des sciences dures, qui, elles, ne s'intéressent pas aux apparences, ou du moins aux apparences immédiates, qui sont souvent trompeuses. Allez voir donc la fameuse révolution copernicienne, par exemple, dont on nous rebat les oreilles, mais qui nous parle d'une scientificité beaucoup plus profonde, qui échappe d'ailleurs à l'œil nu, qui échappe au commun des mortels, et qui correspond à la réalité objective des choses, et non pas à leur apparence et à ce qu'on en fait. Donc il y a là aussi, je suis désolé de le dire, le mot science ne peut pas avoir le même sens, diachroniquement, si l'on veut, pour les sciences humaines et pour les sciences dures. Parce que pour les sciences humaines, l'erreur est constitutive. L'erreur, ça n'existe pas, l'erreur. Si, d'ailleurs, la psychanalyse l'a bien montré. C'est pas parce que quelqu'un croit par erreur avoir assisté à ceci ou cela, ou avoir vécu ceci ou cela, que ça n'existe pas. Donc la subjectivité, le récepteur est constitutif de l'émetteur dans les sciences humaines. C'est-à-dire que puisque le récepteur a perçu ça comme ça, c'est que c'est quelque part comme ça, quand bien même y aurait-il toutes les erreurs du monde, comme par exemple le fait de relier, comme en astrocyclologie, les planètes et les étoiles, c'est une erreur, parce que les planètes et les étoiles ne sont pas du tout dans le même plan cosmique et astronomique, mais ce n'est pas une erreur, parce que c'est visible, parce que ça peut fonctionner, parce que tout le monde peut le voir, et inversement, effectivement, il y a une épistémologie des sciences dures qui, elle, considère que, oui, toutes ces erreurs, elles doivent être balayées, elles doivent être dépassées,
Donc on fait totalement abstraction de toutes les considérations anthropologiques, historiques, anatomiques, évolutives, qui sont complètement engrangées dans notre mémoire millénaire. Et on dit non, ce qui est important, c'est ce que les scientifiques voient. Donc c'est la domination par un petit groupe de gens qui ont des astres, qui sont dotés de télescopes, qui sont dotés de toutes sortes d'appareils. Hein. C'est une domination, il ne faut pas oublier, une domination technologique, hein, en grande partie. À partir de la fin du XVIIIe siècle, avec ce fameux télescope de Herschel qui voit une planète qu'on n'avait pas découverte depuis des millénaires, dont on n'avait pas connu l'existence apparemment, qui s'appellera Uranus, en 1781, sans parler donc de toutes les recherches qui ont été faites au moyen de toutes sortes de techniques d'appareils. Hein. Les appareils vont... Alors là, on voit une opposition très intéressante, n'est-ce pas? C'est la différence entre une scientificité qui s'intéresse à ce que l'être humain perçoit, ressent et construit en lui-même, en quelque sorte, l'imaginaire qui se greffe et qui s'incruste en lui-même, et d'autre part, une science qui finalement de plus en plus va s'allier avec la technique et qui va élaborer des perceptions qui échappent en grande partie, non pas à l'œil humain, mais qui ne peuvent pas être captées sans le truchement de ces appareils. Et à partir du moment où l'appareil devient un élément qui doit s'ajouter à la perception, on a un être humain qui n'est plus uniquement lui-même, qui ne fonctionne plus uniquement en interne, mais qui est dépendant d'objets, et donc avec tous les problèmes écologiques qu'implique bien entendu la fabrication de ces objets, il est dépendant d'objets qui vont être à la merci, à la disposition d'une population particulière qui sait utiliser ces objets. Bon. Maintenant, il est vrai que de nos jours, ces objets se sont démocratisés, que de plus en plus de gens peuvent se servir, bien entendu, d'un téléphone portable avec tout ce que ça implique et tous les services que ça comporte, et ça ne fera qu'empirer, en tout cas que s'accroître au cours des prochaines années, sinon des prochaines décennies. Bon, bien évidemment, mais néanmoins, même ce que nous percevons à travers ces objets, les SMS que nous percevons, etc., ne sont pas de la même qualité visuelle que ce que nous percevons à l'œil nu. Hein, il demande une... Bon, mais ça peut se débattre, cette question-là. Il est évident que, par exemple, si quelqu'un reçoit un SMS aujourd'hui qui peut le traumatiser, ça va effectivement le marquer, bien entendu. Le visuel que nous permet la technique est un visuel qui peut parfaitement nous marquer et nous influencer, ça va de soi. Mais néanmoins, cette dichotomie me paraît heureuse, à savoir que nous sommes effectivement dans le paléo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, l'être humain, on aura beau attendre tout ce qu'on veut de lui, il va fonctionner sur ce qu'il voit, ce qu'il croit voir, et non pas sur ce qui est en soi étant d'ailleurs quelque chose d'extrêmement relatif, extrêmement évolutif.